l'invité de la matinale. KTO Radio. Le pape a formulé hier ses traditionnels vœux au corps diplomatique près le Saint-Siège, l'occasion pour le Saint-Père d'exposer sa pensée sur l'état du monde et les différentes crises en cours. On décrypte l'intervention de François lue par Monseigneur Campagnelli, son prête-plume habituel quand il est un peu malade, avec Jean-Baptiste Noé, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Meilleurs vœux tout d'abord en cette année 2025. À vous aussi, merci. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflits et historien. Alors, le pape a délivré plusieurs messages, notamment aux instances internationales et également à ceux qui détiennent les réseaux sociaux, les entreprises de nouvelles technologies. On va y revenir. Tout d'abord sur la substance de ces vœux. Le Saint-Père a appelé, je le cite, à revenir à l'essentiel à travers une diplomatie de l'espérance. Qu'est-ce que la diplomatie de l'espérance ? Alors effectivement, c'est un concept qu'il a créé pour l'occasion. C'est fait partie de ces concepts ou de ces formules que le pape lance dans son pontificat et qui peut-être auront un grand avenir. On voit déjà qu'il relie ça avec le jubilé, puisque c'est le jubilé de l'espérance. Donc il veut relier les deux. Et on voit bien que dès l'annonce du jubilé, le pape a voulu montrer qu'il y avait un lien entre le jubilé qui est spirituel, mais également une dimension politique et diplomatique, et que les deux vont ensemble. Et j'y vois dans cette diplomatie de l'espérance le fait de montrer que la diplomatie, c'est évidemment un travail politique, un travail humain, mais qu'il y a aussi une dimension spirituelle qui est importante, que ça se soulève aussi par la prière. Et puis, il a en face de lui des diplomates. Il y a près de 190 diplomates, ambassadeurs qui étaient présents. Et souvent, la diplomatie peut être un petit peu la diplomatie du désespoir. C'est-à-dire que tout le monde espère la paix, tout le monde, presque tout le monde, mais on ne la voit pas toujours arriver. Au Proche-Orient, c'est quasiment infini. En Ukraine, ça va bientôt faire 3 ans. Donc, il y a un risque de désespoir. Et je trouve que le fait d'axer sur l'espérance et de montrer que même dans les guerres, il faut continuer à garder l'espérance de la paix et de la justice, c'est revenir effectivement à l'essence même de la diplomatie. C'est une invitation à ces diplomates à garder l'espérance et à agir en l'espérance. Et tout à fait, et à ne pas baisser les bras, même quand les armes prennent le dessus sur la diplomatie. François a insisté dans cette diplomatie de l'espérance sur la défense du bien commun et surtout sur le dialogue. Le dialogue, c'est revenu plusieurs fois. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui au niveau des rapports internationaux. Oui, et notamment, ce qui m'a frappé, c'est quand le pape dit qu'il faut dialoguer même avec des personnes qui nous paraissent infréquentables. Ça, c'est l'essence même de la diplomatie. La diplomatie, c'est pas parler avec des gens avec qui on est d'accord. La diplomatie, c'est parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et il l'a pas cité directement, mais on pense évidemment à la question ukrainienne. C'est-à-dire que même si on n'aime pas Vladimir Poutine, il faut bien discuter avec lui parce que c'est l'acteur principal de la guerre. On le voit en Syrie, même si on n'est pas d'accord avec les islamistes, il faut bien discuter avec eux parce que c'est bien eux qui tiennent les rênes du pays aujourd'hui. Et donc un diplomate, c'est ça son rôle, c'est de parler avec des gens avec qui on est très éloigné, avec des gens qui sont nos ennemis, avec des gens qui sont nos adversaires, mais on doit malgré tout parler avec eux. C'est pas parce qu'on les aime, c'est parce que c'est le seul moyen de faire advenir la paix. Donc, en substance, un message, en tout cas envoyé aux diplomates à travers Vladimir Poutine. Il n'est pas du tout nommé, mais on peut l'interpréter comme ça. Autre point qui est régulièrement revenu, l'inquiétude du pape au sujet de la négation de la vérité, portée notamment par les réseaux sociaux et les dangers de l'intelligence artificielle générative. En quoi les fake news, comme on les appelle communément, les fausses informations, sont un enjeu pour l'année 2025 ? Alors, effectivement, et notamment sa diplomatie de l'espérance, il a indiqué quatre chemins pour aboutir à cette diplomatie de l'espérance, dont le chemin de la vérité. Alors, on sait bien que la vérité nous rend libres, c'est l'essence même de l'évangile, et la vérité, c'est ce qui permet de combattre le mensonge, c'est-à-dire qu'un mensonge, une propagande, ne se combat pas par un autre mensonge. Il se combat par la vérité. Et le pape a raison de souligner que l'IA, c'est un outil. Donc, comme tous les outils, on peut faire le bien avec, on peut aussi faire le mal. Et il y a cette éducation au bon usage de l'intelligence artificielle. Et on le voit depuis, ça a toujours existé, ça fait longtemps que ça existe, mais depuis 2-3 ans, ça s'est énormément développé. On a aujourd'hui des moyens de créer des images ou des films qui sont plus vrais que nature, mais qui sont des faux films. Et donc, il y a tout ce travail à
faire, qui est important, qui relève des États, mais également de chaque personne. Et le pape a raison de mettre l'accent dessus en soulignant à quel point les fausses nouvelles, les fausses informations, la propagande sont facteurs de guerre, parce qu'on ment, parce qu'on trompe les gens. Et donc, un des travaux importants de la diplomatie, c'est de contribuer à parler de la vérité, à faire advenir la vérité. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un message peut-être aussi adressé à des personnes comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg qui sont derrière les réseaux sociaux ou justement ces entreprises d'intelligence artificielle? Alors effectivement, alors ils sont pas directement nommés, mais enfin, quand on lit les propos du pape, on peut, penser à eux. Et puis, alors il y a, ceux qui produisent, les technologies et puis il y a tous ceux qui les utilisent. On sait bien, que sur les trolls, ou d'autres types de personnes, d'ailleurs le pape à plusieurs reprises avait parlé également de la chasteté, dans le langage, dans la manière de parler, de ne pas mentir, de ne pas attaquer, les gens, via les réseaux sociaux, donc à la responsabilisation personnelle. Et ça, c'est un point, aussi enfin, les 2 vont ensemble. Donc Mmh. il y a Elon Musk et nous, si je puis dire. Et le pape souligne ça parce que c'est du ressort de tout le monde. C'est pas Mmh. que du ressort, des grands de ce monde. Jean-Baptiste Noé, vous parliez des 4 chemins de la diplomatie de l'espérance avancés par le pape François. Il y avait la vérité, quels sont les 3 autres? Alors, il a notamment, axé sur la question du dialogue, hein, qui est évidemment, le point important et le point crucial. Et puis, le fait également de placer, les hommes au cœur même de la diplomatie. Ça, c'est aussi un point, qui est fondamental. Et également, alors là, c'est aussi un des points que le pape a régulièrement repris dans son pontificat, mais la culture du pont, hein, de bâtir des ponts et non pas des ports, pardon, de bâtir des ponts et non pas des murs. Et justement l'importance de la porte, hein. Dans ce jubilé, on va traverser des portes, les portes saintes. Et ça, c'est un élément aussi, auquel le pape est très attentif, et que les différentes personnes puissent parler entre elles et qu'il n'y ait pas de rejet des personnes. Alors le pape a rappelé l'importance, évidemment des plus faibles, des personnes âgées, des enfants à naître, des migrants. C'est là aussi un leitmotiv de son pontificat, mais il revient dessus, de manière régulière. Autre message particulier délivré par le pape François, il l'a répété à plusieurs reprises également, l'incapacité des instances internationales, ce sont ces termes, de lutter pour la paix et pour répondre aux défis environnementaux, culturels ou encore liés aux nouvelles technologies. Fin de citation, à quoi fait-il référence? Bah, il fait référence au fait qu'aujourd'hui l'ONU, a une utilité qui est quasiment nulle, hein. On le voit, Il faut le dire pour la dans guerre ces termes. d'Ukraine, mais vous regardez la guerre d'Ukraine, Mm. l'ONU est complètement absente. Ça se règle avec, la Russie, les États-Unis et la Turquie. Au Proche-Orient, c'est pareil, l'ONU est absente, hein, donc ça se règle avec la Turquie, Israël, et puis, l'Iran. Donc on est dans des relations, internationales au sens propre, hein, ce sont les nations entre elles. Et le pape a voulu, enfin a dit qu'il fallait revenir à l'esprit d'Helsinki. Alors l'esprit d'Helsinki, c'était des accords d'Helsinki, ça date du temps de la guerre froide, dans les années, 1970, qui voulaient, favoriser le dialogue et la coopération entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et le Saint-Siège avait beaucoup, favorisé ce genre de choses, bon, avec des résultats, assez faibles, mais en tout cas, effectivement, il appelle à ce qu'il y ait un retour de la coopération internationale, à ce que, l'ONU retrouve sa place et les différents organismes de l'ONU retrouvent leur place. Mm. On en est très loin en tout cas aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un des grandes leçons, des grandes, que depuis une dizaine d'années, l'ONU est vraiment marginalisée. Et lui-même, François, attend, en tout cas, appelle à une réforme complète de ces institutions internationales sur le principe de subsidiarité. Est-ce que c'est possible? Alors, enfin, tout le monde est d'accord pour réformer, le problème, c'est que dès que vous réformez, vous retirez du pouvoir à certains, pour le donner à Mm. d'autres. Et donc évidemment, la réforme de l'ONU, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, mais puisque vous avez 5 pays, qui sont au Conseil permanent de sécurité, donc tout le monde est d'accord pour faire entrer d'autres pays au Conseil permanent de sécurité, mais c'est là que vous retirez du pouvoir aux 5 qui y sont. Et donc finalement, le statu quo, prédomine. Et c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles l'ONU est de moins en moins, importante. Et d'ailleurs, on le voit avec le développement des BRICS, avec le développement du groupe de Shanghai. On a des sortes d'ONU parallèles et concurrentes qui se développent, avec là aussi des résultats assez faibles. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire comment fonctionnent les instances où les pays sont censés dialoguer. Et justement, quand le pape dit qu'il faut dialoguer avec des gens avec qui on n'est pas d'accord,
Où peut-on dialoguer aujourd'hui avec des gens avec qui on n'est pas d'accord? À l'ONU, on rencontre tout le monde, et aujourd'hui, c'est le seul endroit où on peut rencontrer des pays avec lesquels on n'est pas d'accord, voire avec lesquels on est en guerre. Mmh. Plus attendu également dans ses vœux au corps diplomatique, François a appelé l'arrêt de nombreux conflits en cours dans le monde. Il y a eu l'Ukraine, on en a parlé, en Terre Sainte, Gaza, mais aussi en Afrique, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud. Les violences également en Haïti ou encore au Venezuela ont été mentionnées par le Saint-Père. Un mot sur la Syrie, pour laquelle le Saint-Père demande, je le cite, que la future constitution ne soit pas pervertie par personne et que les chrétiens puissent y participer. Quel est votre point de vue sur la situation en Syrie? Elle est inquiétante et beaucoup de gens craignent le pire. Le régime d'Assad était un régime dictatorial et tout à fait, enfin malfaisant, hein. Le risque, c'est d'avoir chassé un dictateur pour en avoir un autre et donc la crainte de beaucoup d'observateurs, c'est qu'on parte vers une guerre communautaire. Donc chaque communauté, se fait la guerre, une guerre, pour tenir, des territoires. Alors les Kurdes, les Alaouites, les, islamistes et le risque, c'est que la Syrie, éclate ou du moins parte vers une guerre, comme on en a en Libye, ou en Irak et le pape a raison de souligner l'importance des chrétiens parce que les chrétiens sont chez eux en Syrie. Ça fait, 2000 ans qu'ils sont là, plus de 2000 ans même et donc c'est pas un corps étranger, c'est un corps qui fait partie pleinement du pays, de l'histoire. Ils sont de moins en moins nombreux et on sait très bien que si on part vers une guerre entre communautés, eh bien, ils seront la minorité qui sera probablement la plus persécutée ou qui en subira le plus de conséquences dramatiques. Donc ça, c'est effectivement une grande inquiétude pour le pape et quand il appelle à l'espérance, eh bien là, il en faut beaucoup parce qu'à vue humaine, on ne voit pas vraiment de solution pacifique. Et le pape a aussi parlé, évoqué de la dignité humaine, le respect des personnes migrantes ou encore la remise de la dette dans ses vœux au corps diplomatique. Pour les retrouver, je vous invite à aller faire un tour sur le site kto.tv.com ou aller sur les pages et notamment la page X des réseaux sociaux de KTO pour en savoir plus sur les vœux au corps diplomatique de Pape François. Merci Jean-Baptiste Noé d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit. Bonne journée.